Hello à tous, ici Florian de la Micro by Flow. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo FAQ. Le principe est simple, je vous ai fait une boîte à questions sur Instagram où vous pouviez me poser des questions à la fois sur la micro-entreprise, mais aussi sur ma façon de travailler, mes outils, etc. Et moi, je vais vous y répondre dans cette vidéo FAQ. En termes techniques, on a un micro, donc je ne sais pas si la voix, ça va être cool. Et vous allez voir, il y a un petit effet de caméra, super bien. Vous me direz si ça vous plaît ce format, j'en ferai d'autres. Alors, je prends mon téléphone, rien n'a été préparé à l'avance. Ça, c'est Aid by Florian. Je prépare absolument rien. Donc, je vais juste prendre les questions-réponses qui ont été faites et je vais y répondre petit à petit. Alors, je vois par exemple, et tiens, on va commencer direct fort avec Blue Shoes on a Bicycle qui nous dit Hello, peux-tu nous dire comment et quand doit-on déclarer la CFE? La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est comme une taxe d'habitation, vous préférez une taxe foncière, mais appliquée sur la micro-entreprise. Et on doit la déclarer, faire ce qu'on appelle une déclaration initiale de CFE la première année d'activité, même de création directement. Donc, par exemple, si tu as créé ta micro-entreprise cette année, en 2023, et là, tu dois, d'ici décembre, d'ici la fin de l'année, renvoyer ce qu'on appelle une déclaration initiale de CFE. Le formulaire pour cette année arrivera aux alentours de novembre, donc ne te prends pas la tête. Attends novembre, il va y avoir un formulaire et Florian va communiquer dessus, c'est Bibi. Je prends le reste. Alors, je suis artisan, une astuce pour augmenter son audience sur les réseaux. Alors, à la base, avant de faire la micro-entreprise, moi j'étais un social media manager, je faisais la partie stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est montrer un peu votre savoir, montrer ce que vous faites. C'est pas juste tiens, je vends ça, basta. C'est derrière comment vous l'avez fabriqué. Donc je parle pour les activités artisanales. Si vous faites de la création de bijoux ou autre, n'hésitez pas à faire par exemple des reels, des petites vidéos courtes pour montrer comment vous avez fait pour faire cette création, les étapes petit à petit, montrer en fait les coulisses qui se passent derrière. Ça, c'est ultra important. C'est vraiment une des consignes, un des conseils que je vous donne directement concernant vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Après, il y a d'autres choses, mais je ne peux pas m'étaler dessus. Alors, en train de voir, parce qu'après, il y a des petits messages mignons en disant grâce à toi, j'ai pu utiliser ton chatbot sereinement avec mes impôts. Merci. Pas de questions à ce stade. Danami Organisation, désolé, j'ai pas tous les prénoms. Pas de questions à ce stade, mais un grand merci pour ce que tu fais. Ton contenu est très précieux. Ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vois Anna Chaplin, photographe, des conseils pour une transition en douceur vers la TVA, service aux particuliers. Alors, effectivement, en micro-entreprise, jusqu'à un certain seuil, on ne facture pas la TVA, mais dès qu'on passe un seuil ou dès qu'on fait la demande, on doit facturer la TVA. Si on travaille avec des professionnels, on n'a aucun problème parce que les professionnels vont pouvoir récupérer la TVA. Et comment ça se passe quand on travaille avec des particuliers? Je vois beaucoup d'entre vous qui font une erreur, c'est qu'ils se disent on ne va pas changer nos prix. Malheureusement, c'est vous tirer une balle dans le pied. Je vais donner un exemple. Vous allez voir, on va faire un petit effet. Hey, hey. On va prendre l'exemple d'une séance de photo. Allez, on va mettre à 100 euros. Comme ça, c'est vraiment clair pour tout le monde. 100 euros, si ça veut bien marcher, il faut appuyer, il faut appuyer, il faut appuyer. Qui a connu les trucs où il fallait appuyer avec il y a deux gueules? C'est à 8 ou à O, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, imaginons 100 euros hors taxe. Ça, c'est ce qu'on facture avant de passer à la TVA. Donc, notre client va payer 100 euros hors taxe. On va payer les cotisations, etc. dessus. Maintenant, si on doit facturer la TVA, on doit ajouter 20% dessus. Donc, je vais faire, du coup, ça va faire 120 euros TTC. Ça, en principe, c'est ce qui devrait arriver quand vous facturez à vos clients. Donc, du coup, les clients payent, particuliers, mais payent 20 euros de plus. Ils peuvent pas le récupérer, donc c'est un peu pour leur pomme. Et là, à ce moment-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez facturer, en fait, 100 euros TTC. En facturant 100 euros TTC, donc là, vous n'avez pas changé le prix final pour le client. Donc, vous dites, pour le client, c'est super. Mais pour vous, en fait, ça va vous faire que 83,33 euros hors taxe. Donc, avant, c'est ce que vous gagnez, ça. Et maintenant, c'est ce que vous allez gagner comme ça en faisant ça. Donc, vous allez perdre de l'argent. Vous allez payer moins de cotisations, certes, mais vous allez perdre de l'argent et vous réduisez votre marge. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est déjà prévenir à l'avance les clients en disant « Attention, je risque de passer à la TVA et tout, donc les prix vont augmenter. » Il faut qu'ils comprennent, les clients, que la TVA, ce n'est pas des sous pour vous, c'est des sous par l'État et c'est l'État qui vous oblige à la facturer et à la collecter auprès de vos clients. Et j'ai vu des gens qui n'osaient pas augmenter leurs tarifs en disant « Viens, va à TA, je ne vais pas augmenter mes tarifs parce qu'après, je vais être plus cher que mes concurrents, mes concurrentes. » Le problème en faisant ça, c'est que pour votre client, c'est tant mieux, mais pour vous, vous perdez de l'argent. Donc, vous allez devoir travailler plus, faire plus de travail, etc. pour avoir le même niveau de vie que vous aviez avant. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est prévenir. Allez, si possible, minimum un mois à l'avance. Dire à vos clients, attention, il va y avoir une augmentation de tarifs, etc., due à la TVA. Prévenez et vous allez voir, vous allez être souvent, certains, vous allez être surpris.
en augmentant vos prix, en mettant la TVA directement, vous allez avoir des clients qui vont rester en fait parce que c'est vous qu'ils aiment, avec qui ils aiment travailler, etc. C'est pas avec un autre. Donc ceux qui regardent juste le prix, c'est des gens qui malheureusement vont juste regarder le prix, pas la prestation. Si derrière ils sont contents de vous, s'ils sont satisfaits de votre travail, ils ne regarderont pas ça. Ils diront ok, moi je vais payer le prix fort. Enfin, je vais payer le prix fort, je vais payer le bon prix. Hop, alors je continue sur les autres qui arrivent. Alors, si on n'a jamais fait de demande d'ACRE, c'est Fiona qui me pose la question, peut-on faire la demande quelques années après? Alors, la demande d'ACRE, l'ACRE, c'est une exonération de cotisation sociale de 50%, qui nous permet de ne pas payer les 22% ou les 12,8% de cotisation, mais 2 fois moins pendant 4 trimestres civils, pratiquement un an. Il y a des possibilités de pouvoir en rebénéficier. Alors, si on a déjà notre micro-entreprise créée, malheureusement, on ne peut pas en bénéficier à nouveau. Pour en bénéficier à nouveau, il faut fermer la micro-entreprise, en recréer une avec une toute autre activité et vraiment complètement différente. Je ne parle pas du code APE, je parle vraiment de vous créer une activité qui est complètement différente. Vous faites une nouvelle création d'entreprise et si vous n'avez jamais bénéficié de l'ACRE ou alors vous n'avez pas bénéficié dans les 3 dernières années, vous pourrez refaire une demande d'ACRE si vous remplissez bien sûr les conditions pour pouvoir en bénéficier directement de l'ACRE. Alors, je regarde, j'ai une question. Comment tu répartis tes tâches au quotidien semaine? Merci pour l'inspiration. Je suis la personne la moins organisée, je pense, de toute ma communauté. Vraiment, en plus, des fois, je me mets des tâches, mais je suis quelqu'un qui aime jumper sur les différents projets. J'ai horreur de rester sur le même truc toute la journée. Donc, en fait, je suis plus en mode, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument aujourd'hui? Je regarde s'il n'y a pas plus intéressant. En fait, je fais les tâches qui m'intéressent et je sais que ce n'est pas forcément la meilleure façon de s'organiser. Il faut que je travaille dessus. Donc, je n'ai pratiquement pas d'organisation. J'ai un Notion avec plein de trucs qui sont en attente. Il va falloir que je délègue. Peut-on déduire des sponsorings de nos impôts? Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sponsoring? Je pense que c'est plus... moi, j'avais beaucoup la question sur est-ce qu'on fait un don à une association? Est-ce qu'on peut bénéficier d'un crédit d'impôt, des choses comme ça et tout? Ça marche uniquement sur le plan personnel, rien à voir avec la micro-entreprise directement. La juriste Maëva, j'en discutais avec Aurore la dernière fois. Quand est-ce que tu dors? Alors, ça m'arrive de dormir et pour vous dire, je fais 2 siestes par jour. Enfin, vraiment, quand je suis bien, je fais 2 siestes par jour. Une après manger, la sieste digestive, et une des fois 4 heures ou le soir, juste avant de faire des vidéos, ce genre de choses. J'ai Mel qui me dit tes 5 outils indispensables que tu utilises dans ton business. Alors oui, j'ai déjà un compte bancaire. Alors, j'ai appelé ça, c'est vraiment un outil. Un compte bancaire, c'est celui de Conto, qui est vraiment top, ce qui me permet en fait de pouvoir synchroniser, enfin, en gros, de synchroniser les factures que je reçois. Je vous explique, avec la version, je pense, à 14 € par mois. Dès que je reçois une facture avec un PDF dessus, je fais une redirection via une adresse email Conto, très spécifique pour moi, et ça va associer directement la facture à la bonne transaction du compte bancaire. Comme ça, je n'ai pas besoin à chaque fois de faire le lien entre la facture et le compte bancaire. Et après, ça s'intègre avec mon outil comptable. Donc ça, c'est super. Et Conto permet aussi de faire des graphiques pour catégoriser certaines transactions, etc. Et surtout, pouvoir faire des virements instantanés aux prestats avec qui je travaille régulièrement. Donc vraiment, Conto, j'adore. Il y a aussi un outil que j'utilise c'est pour ma comptabilité, c'est Dougs. Alors attention, je parle de Dougs, mais Dougs, c'est surtout pour les sociétés. Pour les micro-entreprises, moi, je recommande Abi, qui est vraiment top. Et Abi, d'ailleurs, je l'utilise pour la partie facturation. En fait, j'ai 2 outils pour ma compta et ma facturation. J'ai un outil pour la compta, c'est Dougs, la compta en société, parce que oui, je suis en société maintenant. Et un outil pour la facturation, c'est Abi, qui est vraiment top, qui me permet de faire des factures, pouvoir tracer tout ça, toutes mes factures très bien en bonne et uniforme. Et je peux les envoyer directement par email, etc. Et pour les micro-entrepreneurs, vous pouvez directement déclarer à l'URSSAF via Abi. Dans les autres outils, pardon, j'ai oublié les autres outils que j'utilise, il y a Notion. Notion que j'utilise pour un peu le bazar complet, c'est-à-dire dès que j'ai une idée, je les mets sur Notion, c'est pas vraiment très bien rangé partout. Et en gros, tous les 3 mois, je me refais un nouveau dashboard avec mes nouvelles icônes, nouvelles pages et tout. J'ose pas jeter les anciennes pages. Je mets dans un dossier qui s'appelle Archive. Donc voilà, bon, les pros du Notion, ils vont me dire, oh là là, Florian, il va falloir qu'on revoie tout ça. Et aussi, j'utilise Notion pour faire aussi la partie création de contenu, notamment sur mon blog, mes articles. En fait, j'ai un tableau avec mes différents articles qui sont en attente d'écriture. Et après, je peux les passer en cours d'écriture. Après, c'est en cours de révision parce que j'ai une correctrice-relectrice qui va regarder si je fais des fautes, etc. et tout, certaines tournures. Et après, elle valide l'article et après, moi, je le mets en production sur mon site. Donc, voilà Notion, comment j'utilise.
Quatrième outil, j'utilise Canva. Canva qui est l'outil un peu de création sur les réseaux sociaux, les créations pour les guides PDF, etc. Donc vraiment Canva, j'aime beaucoup et je pense que j'ai fait tous les outils. Salut Flo, tu as des conseils pour le passage à la facturation électronique. Alors on en parle beaucoup, la facturation électronique, mais ça a été reporté. En fait, l'État veut avoir la main sur toutes les factures qui vont être émises et reçues par les entreprises, dont les micro-entreprises. Et donc, ce qui va se passer dans plusieurs années, c'est quand tu voudras faire une facture, tu devras passer par un intermédiaire ou directement par l'État qui aura la main sur le montant, ce qui se passe dans la facture, pour le transmettre à ton client ou alors quand tu reçois des factures de ton prestataire. Donc en fait, il y aura l'État comme intermédiaire dessus. Ne vous préoccupez pas pour l'instant de la facturation électronique parce qu'en plus elle a été reportée, mais je ferai des articles sur le sujet très prochainement. Jessia qui nous dit « Bonjour, est-il rentable d'avoir des apprentis en micro ?» Alors déjà, il est possible de prendre en stage des étudiants, ça, il n'y a aucun problème, soit des stages de cours, des stages longs, et c'est aussi possible de prendre des apprentis, donc des contrats d'apprentissage ou des étudiants pour un contrat de professionnalisation, les contrats d'alternance, c'est tout à fait possible. Par contre, quand on pose la question est-ce que c'est rentable, c'est est-ce qu'on y gagne? Financièrement, on ne peut pas déduire, si je prends l'exemple des stagiaires qu'on va payer ou les apprentis, les alternants, on ne va pas pouvoir déduire ce qu'on va leur verser en termes de gratification ou rémunération. Donc sur le plan, on va dire comptable, fiscal ou autre, ce n'est pas forcément rentable. Par contre, il faut vous dire que former quelqu'un, de pouvoir lui apprendre comment vous travaillez, etc., et déléguer certaines tâches à cette personne-là, va vous faire gagner du temps. Et vous faire gagner du temps, vous allez pouvoir travailler sur d'autres projets, donc ça va vous faire aussi gagner de l'argent. Et surtout, je ne sais pas moi, vous prenez un apprenti qui fait de la communication sur les réseaux sociaux, du marketing, la création de sites web ou des choses comme ça, et qui va vous aider à accroître votre visibilité, etc., ça va vous faire gagner de l'argent. Donc, est-ce que c'est rentable fiscalement parlant, comptablement parlant, pas forcément. Par contre, côté business, côté commerce, oui, ça peut être rentable. Alors, je continue les questions. Peut-on avoir 2 micro-entreprises? Non, 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 pas de micro-entreprise. On peut en avoir une seule, mais on faire plusieurs activités à l'intérieur. Donc, si demain, tu veux ajouter une nouvelle activité à ta micro-entreprise, il faut directement le faire sur le site procédure.inpi.fr. J'ai fait une vidéo sur le sujet. J'ai Mel encore qui me dit d'où vient cette envie d'aider les entrepreneurs et futurs entrepreneurs? Ça, c'est une excellente question. En fait, j'ai toujours été un peu entrepreneur et ma famille n'est pas forcément entrepreneuse, on peut dire ça comme ça. Pouvoir vivre de sa passion, vivre son activité, se dire on est indépendant, on n'est pas lié à quelqu'un, on vit de sa passion, j'adore ça. Et voir des gens qui réussissent, voir des gens qui disent mais je peux enfin vivre de mon activité, ou même il y a des gens qui vont quitter le salariat, qui vont faire moins d'heures, qui vont peut-être être moins payés, mais derrière qui ont plus de temps pour leur famille, etc. Et ça, j'adore. Donc ouais, je ne sais pas d'où vient cette envie, je pense qu'il y a une certaine forme, pas d'empathie, mais de vouloir me rendre utile, je pense. Avec vouloir me rendre utile et... Alors j'ai un micro-bug, il n'y avait plus d'espace disque, mais je continue les questions. Le vernissage qui nous dit comment déclarer dans la compta un apport personnel sur mon compte bancaire professionnel. Alors déjà, ça serait bien que si vous faites un apport, ça veut dire qu'en gros, vous mettez des sous sur votre compte bancaire professionnel, vous le faites le moins souvent possible et si vous possible à l'ouverture de la micro-entreprise. Si vous le faites dans les autres mois suivants, c'est que vous gérez mal votre trésorerie en micro-entreprise. Si vous le faites, l'apport, il faudrait le marquer sur le libellé que vous envoyez de votre compte bancaire personnel à vos comptes bancaires en micro-entreprise avec un marqué apport financier sur le compte. Bon, ça, l'URSSAF ne vont pas vraiment vous regarder, sauf si vraiment c'est trop récent. Ils peuvent après demander d'avoir un visuel sur votre compte bancaire personnel pour voir d'où vient cet argent directement. Alors, salut Florian, pourquoi tu choisis le statut EURL et pas un autre statut? Très bonne question. Ça, dans la jungle des statuts d'entreprise, il y en a beaucoup. Souvent, quand on passe en société, il y a soit l'EI classique au frais réels, soit le statut dans société en SASU, donc c'est une SAS mais en solo, ou alors la SARL en solo, ce qu'on appelle l'EURL. Moi, j'ai décidé de prendre l'EURL parce qu'en fait, la SASU, il n'y avait aucune raison pour choisir de la SASU, dans le sens où j'avais pas de Pôle emploi, j'ai pas un revenu salarié. Et donc, quand on est en SASU, les salaires qu'on se verse sont taxés à hauteur de 85-86%, alors que la rémunération que je me verse en URL est taxée qu'à 46%. Alors, il y a quand même d'autres subtilités, etc. Donc, moi, j'ai que ma société pour vivre, donc il valait mieux que je passe en EURL. Et pourquoi j'ai pris la société plutôt que l'entreprise individuelle classique?
C'est parce que demain, je ne sais pas, peut-être que je vais vouloir qu'on achète des parts au prix de la micro by Flow, m'associer à quelqu'un, j'en sais rien. Donc, je voulais garder cette souplesse-là et donc je préférais la société. Allez, je prends les autres. J'essaie de voir parce qu'il y a beaucoup de merci aussi. J'ai créé mon EI mi-juillet, Jess, et je n'ai toujours pas reçu l'affiliation à l'URSSAF. Et on est en début septembre. C'est pas normal que ça prenne autant de temps. Donc là, il faut contacter l'URSSAF, savoir où cela en est. Salut Flo, autre sujet. Sais-tu quand seront disponibles les livres de recettes au petit format? Alors oui, j'ai des livres de recettes. Je vais vous montrer. Est-ce que je les ai là? Mais bien sûr, regardez, j'ai tout un truc. C'est des livres de recettes comme ça où vous pouvez faire votre comptabilité, donc avec les 6 lignes. Il faut savoir que le livre de recettes, il est obligatoire à la base. Donc là, ça permet de le tenir sur papier, même si je recommande, si possible, de passer par un logiciel comme Abi, par exemple. Mais celui-là, ce que j'ai fait, j'en ai fait un assez sympathique où il y a un peu des dépenses, mais il y a surtout des fiches bilan. Fiches bilan, hop là, ce qu'on peut le voir, bilan de l'année, etc. On peut indiquer les fiches bilan. Il y a des graphes qu'on peut s'amuser à compléter aussi en fonction de la situation. Alors, hop, je tourne des infos utiles avec les plafonds de chiffre d'affaires, les cotisations, les dates clés pour faire les déclarations. Tout est compris dedans. La seule chose, c'est que là, cette version-là, elle va passer en version... Là, j'ai 750 lignes, mais elle va passer en version 1000 lignes. Et ça va faire mon livre de recettes et des dépenses. Donc, je suis en train de mettre un truc où on peut aussi indiquer ses dépenses. Et ça revient d'ici octobre. Voilà. Moi, je recommande d'avoir ce genre de document, au moins un par un à tenir, si possible en ligne, ou alors si vous voulez la version papier, mais moi je vends directement ça en version papier, les liens en description. Je suis en train de voir ce qu'il y a d'autres trucs qui reviennent. Les frais de déplacement se déclarent sur le tarif hors taxe ou TTC. Il est possible de facturer les frais de déplacement en micro-entreprise, on ne peut pas les déduire, mais on peut les facturer. Je prends un exemple, j'avais fait un article complet dessus, je vous les mets en description, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de calculer les frais de déplacement. Mais par exemple, si aujourd'hui, moi, je calcule selon le péage, les différents frais que j'ai, c'est-à-dire le péage et le carburant. Je ne sais pas, moi, je dois aller très loin, j'ai 20 € de carburant, plus, je ne sais pas, moi, 10 € de péage, ça fait 30 €. Je ne vais pas facturer 30 € à mon client. Je vais facturer plus. Je vais facturer, en gros, sur les 30 €, je vais faire une multiplication, je vais multiplier par 1,228. Alors, vous verrez dans l'article pourquoi je parle de ce montant-là. C'est pour prendre en compte les cotisations sociales URSSAF. Je vais m'expliquer. En gros, très bien essuyé, si au total j'ai 30 € de dépenses et que je facture 30 € à mon client, mais quand je vais payer l'URSSAF, je vais payer 22% sur ces 30 €. Donc de base, je vais perdre des sous. Alors que si je multiplie 30 € par les 1, alors je ne sais plus si c'était 28 ou 228, je l'ai mis dans l'article, etc. Je vais prendre en compte ces 22%. Et donc du coup, c'est vraiment le montant minimum. Je vais le prendre en compte comme ça. Si je dois payer les 22%, je ne vais pas perdre de l'argent. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu devrais facturer plus cher les frais de déplacement? Dites-vous que si vous facturez plus cher, ça fait plus de chiffre d'affaires, de meilleurs droits pour la retraite, pour la maladie, maternité, etc. Allez, je continue. Le SPI est-il obligatoire, Audrey? Il n'est pas obligatoire, le SPI. C'était un stage de préparation à l'installation qui était avant obligatoire il y a assez longtemps. Maintenant, il n'est pas obligatoire. Et je le recommande pas tellement parce que ça dépend les CMA, les chambres de métiers de l'artisanat, parce qu'il n'est pas vraiment adapté que pour les micro-entrepreneurs. Je pense qu'on a fait... Bonjour, moi j'aimerais savoir si un compte professionnel est-il devenu obligatoire? On parle du compte bancaire en micro-entreprise. Est-ce que le compte professionnel est obligatoire? Non, pas du tout. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un compte bancaire qui est dédié à l'activité, c'est-à-dire uniquement tout ce qui a un rapport avec la micro-entreprise sur ce compte bancaire. Si on fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. 10 000 € de chiffre d'affaires annuel pendant 2 années consécutives. Bon, c'est déjà un bon paquet de réponses répondues. J'espère que ce format t'a plu. Dis-moi, ce petit format tableau, machin, un peu improvisé, t'a plu. Si tu as d'autres questions à me poser, mets-les-moi en commentaire. Je les prendrai pour la prochaine vidéo FAQ voilà, que je mettrai. Je ferai aussi un post sur les réseaux sociaux donc pour demander. Voilà, j'espère que tu t'es bien amusé pendant cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo FAQ. Salut!